Bonjour et bienvenue à tous au rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire. La chapelle Notre-Dame des Douleurs du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga a 60 ans. Un culte d'action de grâce est organisé à cette occasion. Les grands moments de la célébration à suivre dans ce 13h. La lutte contre la Covid-19 se poursuit. La Banque islamique de développement, à travers son projet Reverse Linkage, offre un important lot d'équipements à des laboratoires d'Afrique. Des séances de coaching sont aussi organisées. On en parle dans ce journal. Concours d'art oratoire au profit des élèves du département du littoral. L'événement vise à valoriser la culture béninoise et outiller les jeunes enfants à la prise de parole en public. Retour sur les temps forts de la cérémonie dans ce 13h. À nouveau, bonjour. Des élus communaux de la commune de Banter rejoignent le bloc républicain. Ils sont 84 élus, dont 8 chefs de village de la commune de Banter à faire le pas. Suivons le point avec Osénia Délégué et Wenceslas Saroimou. Si le roi danse et tu ne danses pas au même moment, quand organiseras-tu ta danse? C'est sur cette pensée que ces 84 élus locaux, dont 8 chefs village de la commune de Banter, adhèrent désormais au parti bloc républicain sous le leadership du docteur Jean Abalo. La question que nous nous sommes posée est de savoir si notre silence permettra à l'opinion publique de savoir notre nouvelle vision de développement. Nous avons jugé utile et bon de nous annoncer publiquement ainsi qu'à tout responsable à divers niveaux notre appartenance désormais au bloc républicain aux côtés du docteur Jean Abalo. Selon les responsables du parti, cette adhésion vient dynamiser le poids de cette grande formation politique dans la cité des parcs de terre. Au nom du secrétaire exécutif national du bloc républicain, nous accueillons les 84 élus locaux qui viennent de faire leur adhésion au BR. Vous ne vous êtes pas trompé si vous avez choisi venir au bloc républicain sous la houlette du docteur Jean Abalo. Vous aurez votre pain demain. Ce sont les élus locaux qui se retrouvent pour élire les délégués. Si déjà le docteur Jean Abalo a pu vraiment convaincre tout ce monde, cela prouve combien de fois il est vraiment éclairé, combien de fois la population de Banter sait que le docteur Jean Abalo est capable de beaucoup de choses. Au cours de cette cérémonie, les nouveaux adhérents ont rassuré les membres du parti de leur engagement à accompagner les actions du développement de la commune de Banter aux côtés du docteur Jean Abalo. Et tout ceci, c'est à la faveur des législatives prochaines. Et dans le cadre des préparatifs de ces législatives, soulignons qu'une délégation de la Cour constitutionnelle était ce matin dans les locaux de la Sénat à quelques heures de la clôture de la phase 2, réception des candidatures. Razaki Amouda Issifou est allé s'assurer que le dispositif mis en place par la Sénat est efficace et opérationnel. Vous aurez le point de la visite en cours d'édition avec Rachida Tabio Maman. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022. Le 7e rapport d'activité du président Louis Vlavonou, plébiscité par les députés. Le dernier rapport de la 8e législature est ainsi présenté ce lundi au détour d'une séance plénière au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Fumin Bassaro pour le point. Dans quelques mois, ce sera terminus. Tout le monde descend. Louis Vlavonou plante le décor pour la présentation de son dernier rapport comptant pour la 8e législature. Un rapport de 84 pages qui couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2022. Les vastes et judicieuses réformes que nous avons engagées au niveau de l'Assemblée nationale dès le début de notre mandat se poursuivent inexorablement en son temps. J'ai réaffirmé à maintes reprises que ces réformes étaient bien nécessaires si nous voulons véritablement donner à notre Parlement ses lettres de noblesse et en faire une institution moderne avec toutes les commodités requises. Les faits ne m'ont pas démenti. Conformément à leurs prérogatives, les députés ont légiféré sur certaines lois et ont interpellé le gouvernement sur des questions diverses. 3 lois organiques et 8 lois ordinaires
toutes d'importance capitale et qui, promulguées par le chef de l'État, le président Patrice Talon, ont permis de donner espoir aux magistrats et à l'administration judiciaire. En ce qui concerne notre deuxième mission constitutionnelle, c'est-à-dire le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, elle s'est effectuée sur les questions orales avec débat et les questions d'actualité. Une réforme majeure est à noter. En effet, pendant la période de référence, l'institution parlementaire a assuré la gestion sanitaire des députés et du personnel à travers des consultations, des actes médicaux et la prévention des affections courantes. C'est à l'unanimité que les députés ont voté le rapport d'activité. La moisson a été bonne et la 8e législature peut se réjouir de ce qu'elle a pu apporter sa pierre à l'édification de la démocratie à travers les lois votées. À l'unanimité, les députés ont donc voté le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, une expression de l'adhésion des élus de la nation à la bonne gestion de leur président. Suivons ici quelques interventions de députés. Comme à l'accoutumée, ce rapport a démontré la qualité du management que le président a fait session après session depuis le début de cette mandature. Je voudrais que nous puissions nous rappeler que c'est le 7e rapport, évidemment, et qu'il n'a pas dérogé à la règle, à la qualité à laquelle le président nous a habitués, que les réformes sont là, sont continues, et que nous avons lu, écouté les résultats de ces réformes-là pendant cette session également. Et nous sommes vraiment fiers. Jour après jour, session ordinaire après session ordinaire, l'amélioration que nous constatons dans ce rapport. Ce qui est évident, vous n'avez pas la langue du bois. C'est avec beaucoup de fierté que j'évoquerai mon appartenance à cette 8e législature que vous avez gérée. Vous avez eu la meilleure législature, en tout cas jusqu'à la date d'aujourd'hui. Au-delà de ça, Monsieur le Président, je suis membre de la minorité de ce Parlement. Quand on vient dans un Parlement, ce n'est pas parce que nous sommes de la mouvance que tout devait se dérouler sans accroc. Nous devrions, sur la base des intérêts, parfois être divergents. Mais je veux ici vous porter témoignage et vous exprimer la gratitude, ma gratitude et celle de mes collègues, pour la gestion inclusive que vous avez mise en œuvre durant tout votre mandat. L'Assemblée nationale UP change de dénomination et devient désormais groupe parlementaire UPR, et ceci au regard de la fusion intervenue entre les partis politiques Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique. C'est le président du groupe parlementaire Marcelin Aronoukon qui en a fait la déclaration devant les députés présents à la plénière de ce lundi au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. L'ensemble du groupe parlementaire se réjouit d'enregistrer et d'incarner au cours de la présente législature quelques notes de ce déterminant et noble processus des réformes politiques engagées sous le leadership du président de la République, Patrice Talon. Dans un état d'esprit à la fois de satisfaction et de fierté, je prends la parole au nom du désormais ex-groupe parlementaire Union progressiste pour vous annoncer solennellement que la majorité parlementaire de la 8e législature a changé de dénomination. Je déclare donc, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24.1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que la majorité parlementaire s'appelle désormais le groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau. En effet, suite aux dernières mutations connues par notre parti fortement représenté ici au Parlement, la configuration politique de notre groupe à l'Assemblée nationale est naturellement impactée.
Et je vous l'annonçais tantôt, une délégation de la Cour constitutionnelle était ce matin dans les locaux de la Sénat. À quelques heures de la clôture de la phase de réception des candidatures, Razaki Amounda Issifou est allé s'assurer que le dispositif mis en place par la Sénat est efficace et opérationnel. On fait le point de cette visite avec Rachidat Biomama et Ramatou Lawani. La Sénat est prête pour accueillir les partis politiques. Au président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amounda Issifou, la procédure de réception des déclarations de candidature est expliquée dans les moindres détails. Ils seront donc accueillis ici et on va vérifier le mandat du mandataire du parti. Première étape. Une fois que ce mandat est vérifié, il va se faire enregistrer dans ce registre d'ordre d'arrivée. C'est les numéros sous lesquels ils se sont enregistrés dans ce registre qui leur donnent accès aux différentes salles de traitement. À ce niveau, 3 équipes de 10 personnes qui travaillent en binôme vont s'occuper des partis politiques. Cette étape répond à 2 conditions. Sur son dossier, il a dû venir avec une clé USB qui est la sauvegarde de tout ce qu'il a eu à faire au niveau de son parti politique sur la solution informatique. Nous prenons la clé, nous chargeons la clé, nous réimprimons la déclaration et nous donnons au mandataire pour qu'il puisse vérifier que c'est la même chose que le chef de parti a signé que nous venons d'imprimer. Et nous co-signons avec lui. Deuxième condition, nous vérifions si le lot de dossiers, s'il a pu assembler les 109 dossiers de titulaires, 109 dossiers de suppléants. Dès que cette condition est remplie, nous passons à la 3e condition. Est-ce que sur les 109, il a exclusivement réservé les 24 places pour les femmes? Lorsque toutes les conditions sont réunies, le récépissé provisoire est délivré, un processus pointilleux que loue le président de la Cour constitutionnelle. Nous avons bien compris le dispositif et les explications qui nous ont été données et nous vous souhaitons bonne réussite. Merci beaucoup. Les déclarations de candidature prennent fin ce 2 novembre à 0h. L'étude de fond des dossiers démarre dès le lendemain jusqu'au 13 novembre, après quoi la liste définitive des partis politiques prenant part au scrutin du 8 janvier sera connue. Cessation d'activités économiques et scolaires à Kandi. Y a-t-il des raisons sérieuses d'avoir peur? Et bien suivant le démenti formel de la population de la commune de Kandi au sujet d'une présence présumée de groupes armés, rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. On écoute les citoyens rencontrés à Kandi au micro de Alexis Sassoba et Enoch Moupati. Kandi, chef-lieu du département de la Liborie, en ce début de semaine, la population vaque librement à ses occupations. L'affiche d'une menace placardée à l'école urbaine centre de Kandi et relayée par les réseaux sociaux ne vise qu'à entretenir une certaine psychose. Les menaces en vérité n'ont pas eu d'impact sur le déroulement normal des cours dans les classes. Depuis ce jour, l'école est sécurisée, les militaires sont là, ils travaillent en collaboration avec la police républicaine. Ici, comme au CG1 Kandi, il n'y a jamais eu cessation des activités scolaires. Les programmes sont exécutés par des enseignants qui restent sereins grâce à la présence des forces de défense et de sécurité déployées par le gouvernement. Nous n'avons pas peur puisque nous avons mis les dispositions pour que s'il doit y avoir quelque chose d'attaque, nous on va déjà le portail, vous allez voir, le portail est fermé. Nous vaquons depuis qu'il y a eu l'alerte là. Nous vaquons à nos préoccupations. Je crois que la psychose qu'on voudrait dans notre pays, il faut dire aux uns aux autres que d'être serein et d'avoir confiance à la promptitude de nos forces de sécurité. Au grand marché de la ville, quiétude totale des femmes. Moi, je suis au marché, tout le monde est ouvert. On vend et on achète, mais on n'a jamais vu ça d'abord. Mais on entend ça ailleurs, mais on n'a pas vu ça à Kandi. Il n'y a rien, on entend ça ailleurs. Vers Niamey, Bouchina, mais vers Kandi ici, on n'a jamais appris un cas. À Kandi ici, chaque jour, tout on ouvre les marchés. Regarde, même samedi, dimanche là, tu vas voir, on n'ouvre pas le marché. Nous, c'est ici, on ouvre les marchés. Toujours, on mange le marché de Kandi. Moi, je vois que c'est des rumeurs. Il n'y a rien qui soit fondé là.
Donc c'est des rumeurs du côté de gauche à droite. Ici à Kandi, nous constatons que le marché s'anime bien. Tout le monde y entre et sort quand il veut. Et entre-temps, nous avons entendu des rumeurs soi-disant que les djihadistes sont entrés dans notre territoire. Ici, Kandi, on a fait la remarque de ces djihadistes-là. Une synergie d'action est remarquable entre forces de sécurité et élus locaux. Ici à Kandi, on est en paix. Il n'y a rien, on entend les rumeurs et les intoxications que les gens font dans les réseaux sociaux, c'est des fausses informations. Les gens disent de n'importe quoi dans les réseaux sociaux qui ne sont pas vérifiés, mais non. On est en paix ici, les écoles sont ouvertes, le marché, vous pouvez même faire des déplacements, aller dans le marché, aller voir si le marché s'anime. Tu passes dans la route, tu vois le corridor, dans des petits villages, les policiers, ils font leur effort. Ils sont dans les brousses partout. Dans tous les petits villages, tu les vois, avec des motos, ils sont en train de circuler. Comme vous venez de le constater, je viens du champ tout à l'heure et mon champ est frontalier avec la commune de Karimama. Et tout le monde va à ses occupations. Il n'y a pas de problème de djihadistes dans mon arrondissement. Hier, par exemple, j'étais dehors jusqu'à 1h du matin. Nous, on est sur le terrain. À chaque moment qu'on dit, on cherche à vérifier. Et jusque-là, on n'a pas eu d'indices ou bien de traces de djihadistes ici. Les populations de la cité de Saka et Kandisouno démentent les rumeurs entretenues et disent être rassurées par la présence des forces de défense et de sécurité. Alain Orunla poursuit sa tournée statutaire. Le préfet du littoral est allé ce mardi à la rencontre des populations du 7e au 13e arrondissement pour un échange. La séance s'est déroulée à la maison des jeunes d'Agla. Génial Afoudamoussi Avoka et Petrouni Lokosu pour le reportage. Alain Orunla a bâton rompu avec les populations du 7e au 13e arrondissement. Occasion pour elle d'exposer à l'autorité préfectorale les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur quotidien. Nous avons 2 centres de santé dans notre arrondissement, mais pour y rendre, c'est tout un calvaire de croire. Monsieur le préfet, les voies d'accès à nos différents centres sociaux communautaires, nos écoles, nos grandes pénétrantes sont presque impraticables. L'autre problème crucial auquel nous sommes confrontés depuis des années, c'est la limite entre nos quartiers. Cette séance est la deuxième étape de la tournée statutaire annuelle du préfet du littoral. Ça a été une rencontre de vérité puisque les gens se sont vidés. Ils ont formulé leurs doléances, qui sont les mêmes partout, tout en reconnaissant ce qui se fait. Donc au-delà de la formalité de cette tournée statutaire, j'ai saisi l'occasion pour échanger cœur à cœur avec mes administrés, dont le moral est bon, pour les rassurer de ce que tout a été pris en compte par le programme d'action du gouvernement, qui n'a plus à faire ses preuves puisque nous avons déjà déroulé une première phase, donc on est dans une deuxième phase. Une phase donc forcément accélérée, dont la vocation est la prise en compte de leurs préoccupations et la solution certaine pour toutes ces préoccupations dans la durée, à court terme. Prochaine étape, le 2 novembre à la mairie de Cotonou. Le préfet y tiendra une rencontre avec les autorités municipales. Messe pontificale d'action de grâce du jubilé des 60 ans d'existence de la chapelle Notre-Dame des Douleurs du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. L'événement a connu une forte présence des autorités politico-administratives et des fidèles. Linaïka Kagwazaou et Daniel Ada y étaient également. Voici le reportage. Une célébration eucharistique, synonyme d'action de grâce, pour marquer d'une pierre blanche les noces de diamant de la chapelle Notre-Dame des Douleurs du CNHU HKM. Pendant 60 ans, de façon ininterrompue, l'Église a pu être plus proche des personnes éprouvées par la maladie. Cette Eucharistie nous donne l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre accomplie. Je voudrais ici saluer avec respect la mémoire du feu président Hubert Koutoukou Maga, alors président de la République du Dahomey, qui œuvra pour la présence de cette chapelle. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cet anniversaire.
l'archevêque a envoyé un mot profond à l'attention de tous les soignants pour que l'amour soit au cœur de tout ce qu'ils font au quotidien pour pouvoir soulager la vie de nos concitoyens, de nos frères et sœurs. Et ça, c'est très important. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous lui demandons à cette occasion de la fête de tous les saints de bénir tous les malades et de les guérir. Le président Maga a une vision futuriste. Dans tous les hôpitaux en Europe, il y a une chapelle. Que Dieu nous accorde au quotidien la santé. Ici, c'est les malades. Le ministre de la Santé était là, l'évêque était là. Ça veut dire que les malades sont au cœur, n'est-ce pas, de cette célébration. 60 ans de prière et de culte pour répondre aux intentions des malades, des souffrants, du personnel soignant et des populations riveraines. Tous entendent jouer leur partition pour la préservation de ce lieu saint. Restons dans cette ferveur religieuse pour parler de la Toussaint célébrée hier 1er novembre. La Toussaint rapproche les chrétiens de leurs morts. Ils se sont déplacés en grand nombre au cimetière d'Akpakpa ce mardi. Un rendez-vous de prière au profit de ces désormais saints. Koudou Sablaï s'y est rendu et suivez son reportage. Un rendez-vous convivial avec les défunts. L'attachement pour ces morts est perceptible dans ce cimetière situé en plein cœur de Cotonou. Coup de balai à la tombe du grand-père qui reste un modèle pour la descendance. Bon, c'est un homme de confiance, un homme de parole. J'ai respecté ses principes, quoi. Donc on est venu aujourd'hui pour prier pour lui. Confier l'ancêtre au Seigneur, ce père inoubliable pour la progéniture. Pour prier pour notre papa qui a été vraiment cher pour nous. Ben, qu'on ne peut jamais l'oublier, sa demeure est là. Prière collective par ici, illuminée par ces flammes de bougies. Et juste à côté, cette petite jarre confiée au saint. Nous buvons cette eau. Puisque nos morts sont devenus des saints, cette eau nous purifie. Dans ce cimetière, certains optent pour le business. Ils préfèrent tirer le cash. Une tombeau, c'est à 1500 comme ça. Si c'est un peu moyen ou bien gros, on va discuter le prix de l'argent là. On va savoir comment on peut faire. Mais aujourd'hui, j'ai déjà lavé au moins 10 tombeaux comme ça. Loin de cette insouciance, ce désir de se connecter à l'être cher, endormi éternellement en ces lieux. Une douzaine de laboratoires d'Afrique ont bénéficié du renfort dans leur combat contre la COVID-19. C'est à travers un projet de la Banque islamique de développement intitulé Reverse Linkage. Des équipements qui ont été mis à la disposition de ces laboratoires ainsi que des séances de coaching dans le cadre de cette lutte. La première phase de ce projet a été bouclée à Cotonou à travers une séance d'échange entre partenaires et bénéficiaires. Koudou Sablaï nous fait le compte-rendu. L'heure du bilan, l'acte 1 du projet de Reverse Linkage comble les attentes. Ce mécanisme de riposte à la pandémie du coronavirus a permis à 12 pays d'Afrique subsaharienne de dompter le mal. C'était un impact important pour l'INSP. Témoignage édifiant du Bénin. Ces équipements sont venus aussi à un moment où le Bénin a créé 15 laboratoires pour pouvoir faire le diagnostic de Covid. Mais ce n'était pas évident d'avoir tous les équipements au même moment pour pouvoir animer ces labos. La Côte d'Ivoire s'est vue renforcée. Le plus grand laboratoire à l'intérieur du pays a arrêté ses tests parce qu'il n'avait plus de centrifugeuses. Donc les centrifugeuses que nous avons reçues dans le cadre du projet, nous avons immédiatement mis ces centrifugeuses à disposition. Le Burkina Faso a également reçu sa part d'équipement. Et quand Linkage nous a contactés, et a promis de nous donner surtout un thermocycleur plus d'autres matériels, il ne fallait pas avoir notre choix. L'aboutissement d'une coopération sud-sud. En toile de fond, l'appui technique de l'Institut Pasteur de Dakar. Pour moi, en tout cas, avoir des ressources humaines formées représente pour moi 4 ans. 50 000 $ US ont été déboursés par le partenaire, la Banque islamique de développement, pour cette première phase qui a connu du succès.
Donc, au niveau de la Banque islamique de développement, nous avons accompagné le pays membre pendant cette période de Covid et nous continuons à le faire à travers nos approches, à travers le financement des projets physiques. Cotonou marque ainsi la réussite de la phase 1 du projet de reverse linkage. Heureusement, de nombreuses initiatives telles que le projet reverse linkage ont émergé. Les échanges ont permis de tirer des leçons et d'envisager le boulevard les points à améliorer concernés pour la plupart la maintenance. Pour la mise en route de la deuxième phase, à la clé, la disponibilité affichée des bailleurs. On parle aussi santé avec l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Elle organise en collaboration avec la Société béninoise de médecine interne et les ministères en charge de la santé, de la décentralisation et de l'intérieur et de la sécurité publique du 31 octobre au 4 novembre prochain des consultations médicales foraines, une opération sanitaire prévue dans le cadre de la 9e édition de la Semaine des frontières béninoises. Reportage. Plus de 2300 patients à consulter gratuitement par des spécialistes de plusieurs pathologies venus de plusieurs régions du Bénin pour renforcer le système sanitaire local du Koufo. Occasion de transfert de compétences aux agents de santé locaux, ces consultations ont aussi permis de former des relais communautaires en vue de recenser les malades en prélude à l'opération. Si les gens se portent bien, ils n'auront pas à écouter ceux-là qui sont là pour semer des troubles à l'ordre public. Je voudrais, au nom de la CAD, au nom du CDCC, remercier une fois encore le gouvernement, remercier ABGF, remercier tous les acteurs ici réunis qui œuvrent pour le mieux-être de nos populations. Ils sont simultanément dans les localités d'Atomain et Koba à Plahoué du 31 octobre au 2 novembre et du 2 au 4 novembre à Lalo. Sécurisation, développement et coopération transfrontalière, 3 axes au travers desquels l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, renforce ses actions sur le terrain. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, dans sa mission de viabilisation des espaces frontaliers, a réalisé beaucoup d'actions de développement et de sécurisation dans le Koufo, à savoir la construction d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité à Aplahoué, Diakotomé et Dobo. Les consultations, analyses, médicaments, voire opérations sont gratuitement offerts aux populations par l'ABGF, qui a également prévu la prise en charge de la zone sanitaire de Savalou, Banté, Djidja par rapport aux maladies des yeux et du sang dans ce même mois de novembre. Depuis leur première édition, ces consultations médicales foraines ont déjà impacté positivement une quinzaine de localités avec plusieurs dizaines de milliers de personnes soignées. Merci beaucoup. La salle du FITEB a abrité en fin de semaine dernière un concours d'art oratoire au profit des élèves du département du Littoral. L'objectif de cet événement est de valoriser la culture béninoise et amener les jeunes enfants à prendre aisément la parole en public. Le point de la cérémonie avec Génial Afouda Moussia-Gboka et Patrick Nimavo. Florentina Huedanou détient désormais le titre du meilleur élève orateur du Littoral. Elle a su convaincre le jury grâce à sa présentation sur le thème « Retour des trésors royaux, quelle importance pour l'histoire du Bénin et de l'Afrique en général ». Je viens du CEG1 à Kpakpa Centre. J'ai 11 ans, je fais la 4e M6. Je suis très contente d'avoir été la première à ce concours. Ce concours a pour objectif d'aider les plus jeunes à améliorer leur capacité de prise de parole face à un public. Nous sommes en train d'organiser ce concours ce jour pour non seulement valoriser notre culture, notre patrimoine culturel, et pour également permettre à nos enfants, à nos élèves, d'avoir la capacité nécessaire pour pouvoir prendre la parole en public. Parce que ce n'est pas gagné d'avance. Quand vous voyez des enfants, même de grandes personnes devant le public, on est souvent stressé. Et si ces enfants ont accepté et ont eu le courage de vouloir participer à ce concours, je crois que c'est à l'actif des établissements et également à leur actif. Nous devons vraiment leur dire félicitations pour avoir participé à ce concours. Ils sont au total 8 challengers à avoir pris part à cette compétition. Ils proviennent de 4 différents établissements.
Et c'est tout pour ce 13h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.